Eh bien, il est 15h03. Je pense qu'on peut démarrer. Merci encore à nouveau à tous d'être présents pour cette table ronde sur la traçabilité de la chaîne du froid. Je suis ravi d'être en compagnie de 4 intervenants de belle qualité, à commencer par Madame Valérie Lasserre, Monsieur Johan Rulliat de Chronofresh, Monsieur Guillaume Perdu et Monsieur Jean-Paul Méronin. Je vais laisser nos intervenants se présenter. Je suis ma R&D, je travaille au pôle Cristal. Je vous en dirai peut-être un petit mot tout à l'heure, mais j'ai commencé par laisser la parole à Madame Lasserre pour nous présenter la chaîne logistique du froid et son rôle au sein de cette organisation. Merci. C'est vous qui passerez les diapositives? Oui. Alors, bonjour à tous. Comme l'a indiqué Maher, je suis Valérie Lasserre et j'anime une structure qui est toute nouvelle puisqu'elle a été créée en 2016 et formalisée l'année dernière. Mais elle est le fruit d'une fusion et de réorganisation des structures existantes et beaucoup plus anciennes. Alors, d'abord, nous représentons un secteur d'activité qui est à la fois tout petit et tout à fait indispensable, qui sont les transporteurs et les entrepositaires de denrées périssables sous température dirigée, essentiellement dans l'agroalimentaire, mais nous avons des adhérents qui stockent et ou transportent aussi des produits de santé. Donc, nous avons environ 120 entreprises, nous représentons presque 50 000 salariés. Notre capacité de stockage en surgelé est de 8,5 millions de mètres cubes, 875 000 mètres carrés de plateformes frais et 15 000 camions frigorifiques, toute température, plutôt poids lourd, pas beaucoup de vulnes dans nos activités en tout cas. Nous sommes 2 permanentes plus une secrétaire, donc je suis là, Valérie Lasserre, et j'ai une jeune collaboratrice, Alison Paquette, qui est plus chargée du développement. Alors, ce que je vous expliquais, c'est que donc, nous sommes le fruit d'une fusion et de restructuration récente. L'USNEF, qui était l'association professionnelle des entrepôts frigorifiques, qui a réduit maintenant sa mission à l'animation d'une branche professionnelle en charge d'une convention collective spécifique aux exploitations frigorifiques, donc les entrepôts et les salariés qui travaillent à température dirigée, positive ou négative, et l'UNTF, qui est l'Union des transports frigorifiques, qui a été créée en 2007 et qui a totalement intégré la chaîne logistique du froid pour que celle-ci soit la représentante d'une profession au sens le plus large possible et représentant la supply chain sous température dirigée. Il y a quelques informations complémentaires. Je ne sais pas si vous allez diffuser le support de présentation ensuite, ce n'est pas prévu? Sans doute qu'il sera mis à disposition des participants par les organisateurs du salon. Oui. D'accord. OK. Et donc notre mission, nos missions, c'est à la fois de représenter le secteur auprès des pouvoirs publics, que ce soit le ministère de l'Agriculture, on est dans les produits sensibles et en tout cas thermosensibles, ministère de l'écologie, sur la question de l'énergie, des fluides frigorigènes, des motorisations de nos camions, et puis de représenter la profession auprès du grand public, faire valoir un petit peu l'utilité des métiers que nous exerçons. Nous avons été un peu plus mis en lumière l'année dernière pendant les premiers et deuxièmes confinements où on s'est rendu compte que les produits alimentaires n'arrivaient pas dans les supermarchés par magie et qu'il y avait des hommes et des femmes et tout un réseau professionnel qui assurait la distribution et la mise à disposition de ces produits pour les consommateurs. Et puis, notre mission est également, bien sûr, d'informer nos adhérents des évolutions réglementaires, de leurs responsabilités, défendre leurs intérêts face à ces évolutions réglementaires. Je dirais que le dernier grand pôle de notre mission, c'est d'assurer des mises en relation entre nos adhérents et d'autres acteurs de la supply chain. On parlera tout à l'heure, par exemple, avec Jean-Paul Méronac. Voilà. Alors, quelques sujets, on va passer assez rapidement parce qu'on n'est pas là pour parler de fluides frigorigènes, mais quand même, vous dire que nous sommes sur tout un tas de sujets qui concernent de près ou de loin la chaîne du froid. On a donc travaillé sur la réglementation ammoniaque. Nous suivons de très près la réglementation sur les équipements sous pression. Faire du froid, il faut de la pression, il faut des fluides frigorigènes. Allez-y. Pour faire du froid, il faut des groupes frigorifiques sur les camions qui sont alimentés par un carburant qui a subi des évolutions fiscales récentes et nous étions âpres défenseurs de notre secteur d'activité sur ce sujet-là, nous
nous avons des bâtiments qui doivent être protégés contre l'incendie et qui, de manière générale, sont classés dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Et donc, nous sommes sur ces sujets techniques. Les palettes, quand on transporte des denrées périssables, on les transporte sur des palettes. Donc ça, c'est je dirais, un petit panel des types de sujets qui nous préoccupent au quotidien. Hors froid, en tout cas hors préoccupation du froid, mais dans le contexte, bien sûr, de la température dirigée. Et puis, si on avance, je pense que... non, vous pouvez encore aller encore un. Voilà. Là, plus précisément lié à la température dirigée, nous avons mené un certain nombre de travaux et d'études plus ou moins récentes. La dernière en date étant l'étude qui est affichée là, pour mesurer l'impact que les ouvertures de portes pouvaient avoir sur la température des produits. Dans nos camions, on produit du froid pour refroidir l'air dans lequel nos produits sont transportés. Vous êtes sans doute pas sans savoir que quand on ouvre la porte d'un camion, l'air froid sort, l'air chaud rentre. Mais ce n'est pas parce que l'air chaud rentre que les produits sont directement impactés, ou en tout cas immédiatement impactés. Donc, on a fait une étude assez conséquente pilotée par le Sémafroid, qui est le laboratoire d'essai qui vérifie la conformité technique des camions pour être utilisés dans le transport de denrées périssables. Nous avons fait un certain nombre d'études de mesures terrain avec des palettes instrumentées pour mesurer l'impact de ces ouvertures de portes sur la température des produits. On va rouler parce que je ne vais pas rentrer dans le détail nécessairement de tous ces résultats. Le deuxième sujet, et Jean-Paul Méronac le connaît bien, nous avons là aussi travaillé à la mise en froid de nos camions frigorifiques pour qu'ils puissent transporter de manière optimale des produits surgelés. Il ne s'agit pas d'arriver avec une caisse le dimanche matin, un camion qui aurait passé le week-end sur un parking à Perpignan en plein soleil et qui a une caisse frigorifique à plus 30 dans lesquelles on va charger des produits surgelés. On est à peu près certain que les produits surgelés ne vont pas être chargés dans de bonnes conditions. Donc, quels sont les prérequis, à la fois en termes de produits et de matériel, pour que le chargement des produits surgelés se fasse de manière optimale? Là aussi, c'est une étude terrain qui a été réalisée avec le Sémafroid et qui nous a permis de conclure un certain nombre de bonnes pratiques pour s'assurer que le transport de produits surgelés démarrait dans de bonnes conditions, à la fois quand la caisse était vide, c'est ça le plus critique. Une fois que la caisse est déjà commencé à être chargée, il y a une inertie de froid qui permet d'assurer un volant de froid aux produits transportés. Et puis, le troisième, je pense que vous avez ça là, de la dernière diapositive. On est au bout. Voilà, on est au bout. Donc, voilà, simplement pour vous dire que nous sommes et dans le transport et dans l'entreposage de produits frais et surgelés, et que donc la traçabilité et le respect des températures est au cœur de nos préoccupations, parce qu'en plus, nous sommes prestataires. Donc, nous sommes entre l'amont et l'aval. On nous confie des produits. Si on nous confie des produits qui ne sont pas à la bonne température, nos camions ne pourront pas faire mieux que de les transporter à la même température. Nos camions ne sont pas là pour descendre des produits en température, mais de maintenir les produits à la température à laquelle ils sont confiés. Et nous sommes responsables de porter à leur destinataire final des produits à la température exigée à la fois par le producteur et ou par la réglementation. Voilà. Merci beaucoup. Je passe la parole à ma gauche, à M. Roulia de Chronofresh. Bonjour à tous. C'est un sujet qui est en lien du coup avec ce que Valérie Lasserre vient de dire. Je me présente, donc je suis Johan Roulia, je suis responsable du service méthode et projet chez Chronofresh. Donc Chronofresh, on peut rentrer directement. Pour remettre un petit peu de contexte, en 2014, le groupe La Poste a fait une étude de marché sur le marché alimentaire. Et cette étude de marché a mis en avant beaucoup d'axes, beaucoup de besoins, mais notamment deux principaux. Le premier axe qui est ressorti, c'est qu'il y avait une vraie volonté du marché à avoir un transport monocolie, c'est important le monocolie, sous température dirigée. Et le deuxième axe, c'est que le marché alimentaire a une vraie volonté d'aller sur de la digitalisation. Donc en 2014, cette étude a eu lieu. Et le groupe La Poste a missionné Chronopost, qui est une filiale de La Poste, pour lancer du coup cette offre de monocolis de transport monocolis sous température dirigée, donc sous la marque Chronofresh.
Rapidement, Chronofresh, aujourd'hui, c'est 4 prestations de transport différents. La première prestation, c'est la livraison express. La livraison express toute France, sous 3 températures, le 0,4 degrés, le -18 degrés et les colis à température ambiante, colis alimentaires évidemment. Il y a 3 autres prestations que propose Chronofresh. Il y a le course, ce qu'on appelle le course, donc c'est sur des zones urbaines, notamment sur l'Île-de-France, donc c'est vraiment du dernier kilomètre, donc des courses sous température dirigée. Il y a de la location de véhicules avec chauffeur. Et la dernière prestation, c'est donc une prestation logistique, donc de la préparation de commandes de produits alimentaires. Et ce dernier axe vient alimenter l'ensemble de notre schéma de transport. Et donc pour entrer un peu plus en détail, en lien avec cette table ronde, aujourd'hui, on propose donc une livraison toute France en 24 heures. Et pour arriver à proposer cette livraison toute France, donc par exemple, on collecte des produits à Vannes et le lendemain matin, on est capable de les distribuer à Marseille. Pour arriver à avoir toute cette chaîne de transport température dirigée, on a 3 types de contenants différents. On a donc 2 types de contenants, que ce sont des rôles et des caisses isothermes avec du froid passif. Donc on est capable, avec nos protocoles et avec toutes les études qu'on a faites, de maintenir soit le 0,4 degrés avec des plaques tectiques, soit de maintenir le -18 degrés avec de la neige ou de la glace carbonique. Et donc le troisième type de moyen de transport qu'on utilise, évidemment, c'est des véhicules frigorifiques, plutôt là pour de la collecte lorsqu'il y a de la densité et de la livraison sur le dernier kilomètre, avec du froid mécanisé. Il faut savoir que l'ensemble des contenants qu'on utilise, ils ont la certification ATP. La certification ATP, c'est une certification européenne qui certifie que les contenants qu'on utilise ont un coefficient thermique suffisant. Et donc, c'est le Semafroid qui nous donne ces certifications. Aujourd'hui, on a plusieurs milliers de contenants qui nous permettent justement de proposer ce transport sous 24 heures sur l'ensemble du territoire. Donc ces contenants, c'est ce qu'on utilise quand on est sur des phases de transport. Et ensuite, donc, on repose sur l'ensemble des agences Chronopost du territoire. Aujourd'hui, il y a 92 agences Chronopost. Et sur l'ensemble de ces agences, on est venu mettre en place des chambres froides, en positive et en négative. Et donc, c'est ce qu'on voit, le schéma qu'on voit au-dessous. Le fait d'avoir... donc, on a dans l'ensemble de ces contenants, que ce soit des contenants mobiles ou des chambres froides, on a des capteurs de température. Ces capteurs de température émettent toutes les 10 minutes des températures et on vient les capitaliser en centrale. Et donc, ce qu'on a essayé de faire au lancement en 2015, c'est que du coup, nous, notre volonté, c'était d'arriver à proposer sur l'ensemble de la chaîne du transport d'un colis, une courbe de température au colis. C'est-à-dire qu'on vient, c'est ce qu'on voit, les différentes phases, on vient capitaliser sur les températures qu'on a eues lors de la collecte, les températures qu'on a eues ensuite sur les chambres froides, ainsi de suite. Et du coup, on est capable d'alimenter en centrale notre cellule de supervision des températures qui a pour rôle d'identifier s'il y a un risque ou non pour le consommateur sur la chaîne de transport. On est capable de venir alimenter une courbe complète de la collecte jusqu'à la distribution, alors qu'on a eu entre 4 et 5 ruptures de charge. Eh ben, merci beaucoup. Merci pour cette présentation détaillée. Je vais laisser la parole à Jean-Paul Méroninck, du coup, pour présenter rapidement la DEPAL. Juste une question à poser, c'est quand vous dites qu'il n'y a eu de rupture de charge, mais le contenant est resté le même. On n'a pas quitté le contenant. Alors si, justement. C'est tout l'intérêt est là-dessus. Je suis désolé, je faisais ça. Non, mais tout l'intérêt est là-dessus. Le contenant, donc on a 6 ruptures de charge avec 6 contenants différents. Donc du coup, nous, ce qu'on transporte, c'est des colis. Donc on vient appliquer la température du contenant qu'on a utilisé sur la phase de transport. On vient l'appliquer au colis. Et ensuite, donc notre colis, il passe par exemple d'un contenant mobile à une chambre froide. Et là, on vient récupérer la température de la chambre froide. Et ainsi de suite, on vient reconsolider la courbe sur l'ensemble du... Donc il y a un appairage à chaque fois entre... Exactement, il y a un appairage. Il y a une association systématique entre le contenant qu'on utilise, la sonde qu'on utilise et le colis qu'on utilise. D'accord, ok, merci, c'était juste... On aura l'occasion d'y revenir, je crois. Bonjour, donc Jean-Paul Méroninck, ADEPAL, l'Association des entreprises de produits alimentaires. Donc l'ADEPAL est une organisation professionnelle de l'agroalimentaire, donc c'est la deuxième grande fédération de l'industrie agroalimentaire
avec l'ANIA, représente plutôt effectivement les branches plutôt PME, PMI et coopératives agricoles. Donc aujourd'hui, en fait, l'ADEPAL est une fédération d'entreprises, de syndicats spécialisés sur le secteur de l'agroalimentaire, avec principalement 6 syndicats, on les donnera tout à l'heure. Nous sommes à la fois, alors le principe est simple, nous avons à la fois des produits ambiants, des produits frais et des produits surgelés. Qui regroupe l'ensemble des entreprises. La fédération est présidée par M. Foucault, qui est le patron, le dirigeant de Cofigeo, donc groupe William Sorin. On a actuellement à peu près 260 entreprises, un petit peu plus important que la chaîne logistique, mais pas tant que ça. Voilà. Donc ça représente principalement un tissu de PME, PMI sur le secteur. On a à peu près 600 sites qui sont établis en France. Je ne vous ai pas amené la carte de France, mais j'aurais dû, puisque quasiment un tiers des sites sont situés en Bretagne, enfin en Grande-Bretagne, enfin en Bretagne un peu élargie, puisqu'on y faites attention avec la Grande-Bretagne. Donc avec les départements périphériques. Voilà. Donc on a six syndicats. Le principe d'une fédération professionnelle, un petit peu à l'image de ce que vous a présenté Valérie Lasserre, c'est donc d'offrir à nos adhérents un certain nombre de services communs. Donc sur les 6 syndicats, les 2 principaux concernent la FIAC, qui est la Fédération la conserve des aliments en conserve, donc dans lequel on va retrouver... alors, c'est un peu paradoxal, parce qu'à la FIAC, on a aussi du surgelé. Mais enfin, parce qu'on a des adhérents qui font à la fois du frais et du surgelé et de la conserve. Je pense à des gens comme Bonduel, par exemple, donc ils se retrouvent adhérents sur le système. On a également un syndicat qui est spécialisé en produits frais, qui est donc les EGS, glace et surgelé, et donc 2 centres techniques qui sont rattachés sur la profession. Donc on a un certain nombre de services communs au sein de l'ADEPAL. Alors comme toute organisation professionnelle, défense des intérêts de la profession, gestion de des conventions collectives là-dessus. Et on a créé donc en début d'année une commission logistique, donc c'est tout récent. Avant, on avait un groupe de travail spécialisé en surgelé, mais on a créé une vraie commission logistique au cours de cette année qui a pour mission effectivement de réfléchir à un meilleur moyen d'améliorer tout ce qui est la supply chain des denrées alimentaires, avec à la fois des problématiques transverses, frais, secs, surgelés, comme les palettes par exemple, mais également des problématiques spécifiques à la température dirigée. Et notamment, une thématique qui nous tient à cœur au sein de cette commission logistique, c'est la difficulté aujourd'hui qu'a la chaîne du froid, enfin en tout cas qu'ont les industriels, mais aussi les distributeurs, d'avoir une maîtrise, d'avoir un regard sur l'ensemble de la traçabilité de la chaîne du froid, sur l'ensemble des opérations. Alors voilà, ce que fait ChronoFresh est intéressant. La problématique de Chrono, je rentre déjà un peu dans le débat, mais je rebondis là-dessus, mais ça nous intéresse. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les produits sortent d'une chambre froide, donc on est capable de mesurer chez nous, en tant qu'industriel, le produit en chambre froide. On va mesurer éventuellement la température le produit lorsqu'il arrive sur nos quais, lorsqu'ils sont réfrigérés. La plupart du temps, c'est le cas chez l'ADEPAL. Et ensuite, effectivement, on va utiliser des moyens annexes, des moyens de nos prestataires de services, qui sont à la fois les transporteurs ou des logisticiens. Donc là, on quitte non seulement le contenant, mais on quitte également le prestataire, ce qui nous pose un vrai souci. Lequel transporteur va effectivement utiliser soit ses moyens propres, soit des moyens d'autres transporteurs ou d'autres logisticiens pour livrer un distributeur qui n'est pas le nôtre, qui va avoir son propre entrepôt et qui va utiliser ses propres transporteurs pour aller vers le magasin. Bref, tout ça est très compliqué. Ce matin, si vous étiez à la table ronde sur la traçabilité, il y a monsieur de la blockchain faisait remarquer que dans la chaîne, on a 34 opérateurs qui interviennent entre le produit initial qui sort des champs ou ce qu'on appelle de la fourche à la fourchette. Hein. On a 34 opérateurs différents. Et la supply chain, elle est confrontée à ces 34 acteurs qui ont 34 systèmes d'information différents et qui ont 34 informations différentes à faire remonter, ce qui est compliqué là-dessus. Donc on a une vraie problématique intéressante à l'ADEPAL parce qu'on a quand même conscience que nos clients ont aujourd'hui une très forte demande sur la confiance, sur le type d'information qu'on peut avoir sur la chaîne du froid. Et donc, c'est un vrai souci. On sait qu'on a des moments importants et difficiles et que ces informations doivent remonter. On en reparlera. Donc, on a mandaté... Alors, cette fois-ci, nous, on n'est pas passé par Sémafroid, mais par Paul Cristal, quand même. Voilà. On est plusieurs sur le secteur. Oui, il n'y a quand même pas que Sémafroid. C'est un secteur. Donc, on a effectivement mandaté Paul Cristal pour faire une étude sur un élément majeur qui est le problème des remontées de température. Cette fois-ci,
complémentaire à ce que vous avez dit, Valérie, tout à l'heure, qui était effectivement les remontées de température à l'intérieur du véhicule. Nous, c'était les problématiques de remontée de température entre la sortie de chambre froide et l'opération de chargement sur le véhicule, ce qui sont principalement les remontées de température sur quai, ce qui est un peu compliqué. Voilà. Puis après, on répondra aux questions. Merci Jean-Paul. Eh ben, il nous reste à discuter avec notre dernier intervenant, Guillaume Perdu d'Ecolis. Je vous laisse la parole pour nous présenter votre société en quelques mots. Oui, bonjour à tous. Moi, je veux dire, je vais représenter un petit peu la partie plus transport de toute la problématique de traçabilité et de suivi de la chaîne du froid. On a commencé à aborder le sujet, on rentrera parce que c'est une table ronde, donc on doit approfondir ces choses-là. Effectivement, il y a plusieurs opérateurs, il y a plusieurs acteurs. Le transport, c'est, Valérie le soulignait, ça a montré pendant la période qu'on a passée à quel point le transport c'était résilient, c'était extrêmement important, et que tous les jours, le transport avait à réinventer ses solutions et à être toujours encore plus efficient dans son métier opérationnel qui est celui de transporter, mais aussi dans son nouveau métier qui est celui de partager l'information et donc de donner aux consommateurs que nous sommes aussi de la traçabilité, de la rassurance aussi dans les produits qui sont arrivés dans nos assiettes, quoi. Donc Ecolis, c'est une société que j'ai créée il y a une petite dizaine d'années. On est une équipe d'une petite vingtaine de collaborateurs. On a en réalité 10 000 SMIRMORK d'équipés. Notre métier d'origine, c'est l'équipement des SMIRMORK, donc pour être au plus proche de la marchandise dans la traçabilité dans justement ce segment de transport. On est une société bretonne, très attachée à notre territoire, puisqu'on conçoit, on fabrique, on développe tout en Bretagne. C'est un petit clin d'œil, évidemment, territorial. C'est aussi un petit clin d'œil national. On est capable de faire en France, de manière plus générale, des très belles choses, des belles innovations technologiques et de la fabrication, sans forcément penser chinois. Allez, fin du clin d'œil. Vous pouvez passer. Notre métier, c'est effectivement de mettre au marché des plateformes d'interopérabilité pour garantir et pour optimiser la traçabilité. Donc, on va nous offrir au marché, donc aux transporteurs, mais aussi aux différents acteurs, comme Jean-Paul a commencé à l'évoquer, une plateforme d'intégration, d'agrégation de données, parce que la donnée qui est entrante, qu'on va suivre autour de la valeur de la température, donc, qui pour nous en fait est captée sur le segment transport, donc à l'intérieur de la SMIRMORK. On a entendu parler de l'entrepôt, on a entendu parler du quai, là on va parler de la SMIRMORK, et on aurait pu parler effectivement même de l'outil de fabrication. On est en Bretagne, il y a de la découpe, il y a du traitement, il y a de la volaille. Donc tous ces segments-là, en fait, effectivement, ils suivent et ils passent par plusieurs schémas de systèmes d'information. Ils sont captés et ils ne sont pas captés par les mêmes environnements technologiques. Donc c'est extrêmement compliqué pour les différents acteurs de la chaîne de faire de systèmes d'information très diverses, qui viennent d'horizons très diverses, en faire une donnée qui soit compréhensible, consommable d'un point de vue informatique par tout le monde. Donc nous, on met à disposition du marché une plateforme qui va faciliter le métier du transporteur pour dire moi je vais gérer tous mes moyens parce qu'il a besoin d'être efficace, mais surtout que cette plateforme elle soit interopérable avec tous les autres acteurs de la chaîne. On a un univers proposé dans notre système qui va, donc, comme on le voit, faire interagir les informations donc, qu'on va capter sur la partie SMIRMORK, donc qui doit être sur la partie gauche pour la salle de l'écran. Donc on va faire interagir les données qu'on va capter, nous, autour de la SMIRMORK, en proposant une marché des solutions universelles, c'est-à-dire que quel que soit le véhicule, quelles que soient les conditions, quel que soit le matériel qui est utilisé, on va avoir un point d'entrée température qui sera le même. Donc on est déjà un premier traducteur de cette valeur de température, et on va le faire interagir donc, avec finalement tous les éléments qui viennent dans la chaîne du froid. C'est le conducteur, en bas de l'écran. Le conducteur, on lui confie une responsabilité, on lui confie la marchandise, on lui confie la responsabilité aussi de contrôler, selon les différents outils qu'il va utiliser, de contrôler la température. Mais on ne lui donne pas forcément les moyens de le faire. C'est-à-dire qu'il faut savoir quand même que beaucoup des conducteurs aujourd'hui n'ont pas accès au quai, pour des questions RSE notamment. Et donc on dit, voilà, tu as chargé de la température, tu as chargé de
la marchandise, elle est chargée à telle température, il est obligé de signer un papier, ce qu'on appelle une lettre de voiture, mais on ne lui donne aucun moyen de la contrôler. Donc c'est important aussi peut-être de remettre l'humain dans la chaîne de la data. Il y a des acteurs qui sont derrière, et il faut qu'ils aient les moyens et de contrôler et de communiquer. On peut peut-être passer. Voilà, donc là c'est juste quelques exemples d'un visuel sur lequel on va proposer le suivi de la température avec l'accès pour tous les acteurs à distance de courbes, alors de courbes qui sont segmentées, c'est-à-dire qui sont sur mesure. On en parlera probablement. Un des enjeux du métier, c'est qu'un transporteur, il va transporter pour peut-être 2, 3, 4, 5, 8, 10 clients, parfois tout dans un seul camion, parfois avec plusieurs moyens, parfois plusieurs clients dans un seul camion. Et chacun de ces clients, chacun des chargeurs, chacun des agro-industriels, ils vont demander d'avoir accès à cette donnée. Mais le transporteur, il est propriétaire de ses moyens, il est propriétaire de son métier, il n'a pas forcément ni légitimité, ni besoin, ni envie de partager l'intégralité des données avec l'intégralité des acteurs. Il y a aussi des notions de confidentialité parce qu'il y a des notions de concurrence. Donc nous, en fait, on va aider le marché à tronçonner ces informations et dire, voilà, quand je transporte pour mon client Intel, eh bien, il a le droit d'avoir accès à mes données sur ce segment-là, parce qu'il a le droit d'avoir accès à ces données. Mais bon, il faut simplifier tout ça. Et on va éditer des rapports de température certifiés, ce genre de choses. Eh bien, merci beaucoup. Donc, on a autour de la table des gens qui représentent la logistique d'une manière générale, on a des metteurs en marché, on a une logistique un peu particulière avec Chronofresh, des solutions de gestion. Je pense qu'on a de quoi faire une belle table ronde sur le sujet. J'ai entendu plein de choses autour de la donnée, de l'interopérabilité. C'est pas facile à dire, mais c'est un sujet important. Autour de la rupture de charge. Je pense que ça va nous occuper une bonne partie de l'après-midi. Ce que je vous propose, c'est qu'on se laisse pour l'instant le sujet pour tout à l'heure et qu'on commence par replacer l'église au milieu du village. La traçabilité, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on trace? Dans quel contexte réglementaire? Je commence par vous, Madame Lasserre. Qu'est-ce que vous avez à nous en dire? J'ai plein de choses à vous dire. D'abord, je pense qu'il y a un élément, et c'est un mot très important que Jean-Paul a prononcé tout à l'heure, c'est la notion de confiance. C'est-à-dire que, et nous les prestataires sommes entre nos clients chargeurs amont et les clients de nos clients, les destinataires aval, et il faut que tous soient rassurés par le fait que nos produits sont chargés, transportés et livrés à la bonne température. Quand on parle de traçabilité, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on suit et qu'est-ce qu'on enregistre. On a des produits qui sont sous une obligation réglementaire de température. Un produit surgelé doit être à moins 18 Acker. Après, selon la nature des produits, qu'on transporte des yaourts, du poisson, les plages de température réglementaires ne sont pas les mêmes. Donc, on a une obligation de résultat. Et à part pour les camions, et Johan a évoqué l'ATP sur l'obligation de moyens techniques pour transporter, il n'y a pas d'obligation de moyens. Donc à la limite, vous avez un entrepôt à ciel ouvert avec des groupes froids ultra puissants. Dès lors que vous êtes capable de prouver que votre produit est à la bonne température, vous n'êtes pas contraint par l'obligation de moyens. Et en plus, on nous demande réglementairement d'enregistrer la température de l'air pendant le transport et le stockage de produits est uniquement surgelé, et avec des sondes et des enregistreurs de température normés. Mais il n'y a pas la corrélation entre la température de l'air et la température des produits. Donc, nulle part, il est écrit que pour qu'un produit soit à moins 18 tout le temps, il faut que l'air soit à X. Ça, c'est une première question. Et puis, si on devait commencer, je suis très intéressée par le suivi colis-colis des températures, et si on commençait à équiper tous les produits que nous, les consommateurs, on enlève nos casquettes professionnelles, on met nos casquettes consommateurs, allons acheter dans le supermarché, les prix des produits seraient explosés puisqu'il faudrait mettre des sondes partout. Accessoirement, si j'ouvre un pot de yaourt et que je trouve une sonde au milieu de mon pot de yaourt, je ne suis pas sûre que j'ai très envie de le consommer. Voilà, donc c'est un sujet vaste et compliqué. Et en plus, comme vous le soulignez, il y a plein d'acteurs. Jean-Paul disait 34 acteurs au moins. Entre le producteur de la denrée, celui qui la transporte, celui qui le transforme, celui qui la congèle, qui éventuellement la cuisine avant de la congeler, etc. Je vais rebondir. La difficulté qu'on a, alors on est sur la traçabilité de la chaîne du froid ici.
La difficulté qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, il y a un code qui permet effectivement de suivre les produits, qui est alors un QR code ou un code à barre, peu importe, sur lequel effectivement on a aujourd'hui une quantité d'informations considérable, sauf la température. C'est-à-dire on a tout, sauf la température. On a la tête de l'agriculteur qui a élevé le mouton, on a la photo en Argentine où il a pâturé, on a le nombre de médicaments qu'il a pu ne pas manger. On a des tas d'informations, parce que ce sont des informations qui sont rentrées manuellement en amont, ou par SMS, ou par des systèmes, peu importe, mais on a des tas d'informations. Aujourd'hui, on n'a pas cette information. C'est-à-dire le consommateur, quand il va dans un rayon, si un jour il veut flasher un QR code, il aura effectivement la tête de Miguel qui, au fin fond de l'Argentine, a élevé le mouton, c'est très bien, mais il n'aura aucune notion du suivi de la chaîne du froid du produit depuis le début. Et on voit bien, il y a à la fois un défi qui est un défi intellectuel et puis un défi technologique. Alors le défi intellectuel, Valérie l'a posé, c'est attention, qu'est-ce qu'on mesure dans l'ensemble de cette chaîne du froid? Est-ce qu'on mesure la température de l'air? Est-ce qu'on mesure les quelques écarts de température? Il ne faut pas non plus qu'on crée quand même un phénomène anxiogène qui ferait croire aux consommateurs que tout est dramatique. Je défie un industriel, je défie un distributeur, aussi brillant soit-il, je défie un prestataire logistique, aussi brillant soit-il, de me démontrer que jamais il ne transgresse la chaîne du froid. Ça arrive à tout le monde, même chez des brillants, ça arrive. Bon, on peut sortir d'une courbe de température de quelques degrés pendant quelques minutes sans qu'il y ait d'intoxication alimentaire particulière. Et là encore, parce qu'on mesure, parce qu'on peut rentrer dans le détail, l'air, le carton, la surface du produit, le cœur du produit. Moi, j'ai un adhérent qui fait des épices surgelées. Allez mesurer le cœur d'un thym surgelé. On peut toujours essayer, mais enfin, ça va pas être simple, quoi. Donc, fatalement, on a une vraie difficulté déjà de ce que signifie la mesure. Et il y a un vrai défi technologique qui, cette fois-ci, repose plutôt sur la partie informatique. C'est qu'effectivement, on a une chaîne d'acteurs qui est relativement complexe, qui ne communiquent pas entre elles, on va être honnête, qui ne communiquent pas entre elles. Un industriel ne transmet pas ses courbes de température à son prestataire logistique. Un prestataire logistique ne transmet pas forcément ses courbes de température à son sous-traitant. Lequel sous-traitant ne transmet pas forcément les courbes de température à l'entrepôt intermédiaire, lequel ne le transmet pas. Donc on a aujourd'hui effectivement des tas d'informations disparates. Alors a priori, vous en agrégez quelques-unes, mais je ne sais pas très bien comment vous y arrivez. Et puis surtout, voilà, elles sont hétérogènes. On a des systèmes propriétaires. Moi, je suis chez tel fabricant, mais pas chez tel autre, donc je ne peux pas faire remonter l'information, etc. Donc, il y a un vrai débat de fond, parce que je crois qu'il y a quand même une demande sur la nécessité de remonter là-dessus. Mais aujourd'hui, il se pose deux questions très vite. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il est pertinent de faire remonter? Et deuxièmement, comment on le fait remonter? C'est pourtant le sens de l'histoire. Il faudra quand même qu'on soit capable là-dessus. Je finis là-dessus et après je passe. Aujourd'hui, nous, industriels, on a un litige sur une température. Il est où le litige? Il est à la réception, chez le client final. On livre une plateforme, on livre de la grande distribution, de la RHF, etc., ou des freeze centers. Il va contrôler. On va avoir un litige à réception. À réception. Alors, mais oui, mais quid d'avant? On n'en sait rien. On n'a aucune idée de ce qui s'est passé avant. Et ça, c'est fâcheux. Et on a du mal à faire remonter l'information. Donc, il y a à la fois un souci intellectuel. Qu'est-ce qu'il est pertinent de faire remonter? Il y a un souci technologique. Comment on le fait remonter? Alors, je vous remercie et on rentre déjà largement dans les enjeux, notamment les problématiques techniques. Peut-être pour replacer un peu les choses, pourquoi est-ce qu'on suit la température? On la suit pour garantir un respect des conditions qui sont d'abord et avant tout fixées par la réglementation. Je parle sous votre contrôle, hein, vous pouvez me contredire s'il en est besoin. Donc, d'abord et avant tout, on essaye de répondre à un enjeu réglementaire. Les produits frais doivent être transportés en dessous de 4 degrés, les produits surgelés à moins 18. Alors, les produits surgelés moins 18, pardon. C'est surtout un enjeu sanitaire. La réglementation est là pour s'assurer que ce qu'on vous donne à manger ne va pas vous empoisonner. Merci. Et pour revenir sur la réglementation, oui, pour les moins 18 sur les produits surgelés. Pour les produits frais, c'est quand même beaucoup plus complexe que ça, puisqu'une partie des produits frais, c'est l'industriel qui fixe lui-même le seuil. Et pour les œufs, pour les viandes hachées ou pour des produits fromagers, ce n'est pas du tout le même type de température. C'est l'industriel qui fixe lui-même, qui est le seuil à partir duquel, effectivement, on va avoir une augmentation exponentielle des bactéries diverses et variées que l'on peut ingérer et qu'on ingère à peu près bien quand on a 35 ans et qu'on est en pleine forme, et qu'on ingère un peu moins bien quand on est tout petit ou une personne âgée.
Ouais, je crois qu'il y a quand même une donnée qui est, quelque chose qui est assez soulevé. C'est le seul consensus qu'on retrouve pour tout le monde, c'est que on suit, en tout cas en France et en Europe occidentale, les degrés, les températures en degrés. Ça, ok, tout le monde est d'accord là-dessus. Il y a effectivement quelques environnements de suivi de température qui sont très normés, dont notamment les produits surgelés et congelés. Maintenant, un peu plus par effet d'opportunité, certains produits pharmaceutiques et notamment les vaccins. Et après, il y a aussi un immense brouillard sur les pratiques qui sont imposées par les chaînes, qui sont imposées par les distributeurs, qui sont imposées par les chargeurs, où là, finalement, ce qu'on suit, on ne sait plus trop si c'est de la température qu'on suit ou si on suit de la défiance. C'est-à-dire que, il y a aussi un côté dans la traçabilité de la température et l'échange de la donnée, où la donnée, finalement, c'est quoi? C'est une donnée où un peu, c'est le transfert de la patate chaude, quoi. C'est-à-dire que moi, c'est bon, je t'ai mis à disposition une valeur, débrouille-toi avec ça. En tout cas, c'est pas de ma faute. Et ça, c'est assez malsain. Alors, effectivement, on a plusieurs agrégats et tout le monde fait ses meilleurs efforts pour partager les données, les rendre lisibles, tout ce qu'on veut. Mais il y a aussi un sujet autour de... alors, nous, on le vit beaucoup côté transport. Alors, je tiens à préciser que j'étais transporteur avant ça, avant cette vie-là, j'allais dire. Et c'est souvent de la faute du transporteur quand il se passe quelque chose, quoi. Et c'est rarement de la faute de l'industriel ou c'est rarement de la faute du chargeur. Et il y a un petit côté entre marteau et enclume où on n'a pas forcément exactement les mêmes outils pour mesurer, pour partager. Donc, il y a d'un côté, je confie, donc dans confie, c'est un joli terme, confie, il y a confiance, hein. Et puis, mais une fois que je t'ai confié un truc, c'est à toi de t'en débrouiller, quoi. Et là, c'est les termes un peu moins jolis. Donc, il est important de remettre l'église au milieu du village aussi sur la responsabilité des uns et des autres de délivrer des produits à transporter ou de les délivrer, transporter à la température au moins à minima dans lesquelles ils nous ont été confiés. Johan Rullière. Pardon. Effectivement, alors juste pour appuyer un peu dans ce sens, nous aujourd'hui, alors on est depuis 2015, on s'est lancé. Aujourd'hui, nos deux principales on va dire problématiques qu'on retrouve, la première, mais on y reviendra, c'est effectivement sur la capitalisation et sur l'intégration de toutes les datas qu'on a. Ça, c'est un vrai sujet, l'agrégation de toutes ces données. Et la deuxième problématique, c'est effectivement donc sur notre offre 0,4 degrés, on transporte une multitude de typologies de produits. Et ces typologies de produits-là n'ont pas du tout les mêmes criticités. Et aujourd'hui, c'est vraiment là-dessus que nous, on essaye de travailler, on essaye d'innover. Il y a des typologies de produits que nous, on exclut. La viande hachée, 0,2 degrés, on ne sait pas le maintenir, donc ça, c'est exclu de chez nous. Tout ce qui est crustacés, poissons, c'est pareil. C'est un contrat spécifique avec des charges de froid spécifiques. On ne le propose pas. Mais après, pour tous les autres produits, comment arriver sur des produits avec des criticités différentes, comment arriver à maintenir la chaîne du froid sur l'ensemble de notre chaîne de transport. Oui, j'ajouterais juste une chose, pour effectivement ajouter un peu à cette notion de l'ensemble de la chaîne de transport. Je crois que ça a été évoqué aussi. Il y a plusieurs acteurs dans des conditions qui sont complètement différentes. C'est-à-dire qu'on va retrouver des industriels qui seront très, très instrumentés. Alors, ce n'est pas du tout un jugement de qualité. Ce n'est pas parce que le petit est plus petit qu'il est moins bon. Clairement pas, c'est ce que je veux dire. Mais on se retrouve sur, parfois, encore une fois, le segment transport à aller charger sur des quais qui ne sont pas réfrigérés, à aller charger sur des quais qui ne sont pas protégés. Donc là, pour le coup, les quelques mètres qu'il y a entre la porte de l'entrepôt frigo et puis la porte de la semi-remorque, c'est un océan. Bon, maintenant, c'est un océan qu'il faut démystifier aussi parce que vous prenez un produit qui sort de l'entrepôt aux alentours des moins 20, moins 22 degrés. Ce n'est pas parce qu'il est rentré peut-être pendant 2 mètres, pendant quelques secondes, à une température même plein soleil, du beau soleil marseillais probablement, c'est pas pour autant que la marchandise elle est décongelée, quoi. Donc là aussi, il faut peut-être un peu démystifier le truc et non plus diaboliser et faire une espèce de suivi de la température sur mesure. Vous parliez du steak haché, ouais, là le steak haché, effectivement, c'est une affaire dangereuse de professionnel, quoi. Voilà, c'est pas le cas pour tout le monde. Vous avez parlé de criticité, je remonte sur ça. On a une deuxième difficulté dans notre métier, c'est la densité des produits, ou la masse volumique des produits, qui va effectivement
jouer sur la façon dont le produit va garder des frigories ou va les restituer en fonction d'un choc thermique extérieur. Et qui est une deuxième difficulté. L'intérêt de maintenir la température constante sur l'ensemble de la chaîne du froid, c'est l'idéal, puisqu'effectivement, on n'a pas de choc thermique, et s'il n'y a pas de choc thermique, le produit n'a aucune raison de perdre des frigories ou de gagner des calories et de se réchauffer. La difficulté, c'est qu'on a du mal, effectivement, à faire en sorte que l'enceinte dans laquelle est le produit soit toujours à la même température. Alors, pour les produits frais, c'est plutôt possible, parce qu'on peut avoir un entrepôt frais, un quai frais, un véhicule frais. Pour les produits surgelés, on est clairement souvent quand même dans des chocs thermiques qui sont inéluctables lorsqu'on passe sur des quais ou lorsqu'on va rentrer dans un véhicule au moment des opérations de chargement et de déchargement. Et là, ça devient compliqué parce qu'on a des chocs thermiques qui dépendent de la nature même du produit. Vous le savez, puisqu'on a travaillé ensemble sur le sujet, et on se rend compte qu'effectivement, une madeleine ne va pas réagir de la même façon qu'un bloc de viande ou un bloc de fruits, donc ce qui rajoute de la difficulté à la difficulté de la criticité, et où on se rend compte même que si on prend à cœur de la palette, à l'extérieur de la palette, en haut, à droite, en gauche, en bas, etc., on n'a pas les mêmes mesures. Bon, vous avez fait des campagnes de mesures, on a fait de notre côté, je pense qu'on va les partager parce que ça serait intéressant de voir là-dessus, ce qui fait qu'il n'y a pas de religion. Donc c'est ça qui est compliqué. Je serais tenté de dire aujourd'hui, heureusement, ces informations, chacun les a dans son coin, personne ne les partage, donc à la limite, c'est pas très grave. Sauf qu'il va falloir demain, forcément, les partager. Mais là, on rentre dans un autre débat, qui est effectivement derrière, qu'est-ce qu'on fait de ces données? Une vraie traçabilité, il ne faut pas se leurrer, hein. Enfin, nous, en tant qu'industriels, les prestataires et les distributeurs aussi le savent. C'est dommage, ils ne sont pas autour de la table, mais une vraie traçabilité, attention, c'est anxiogène, hein. On va voir apparaître des choses. J'allais dire, pardon, si je peux compléter le propos de Jean-Paul. D'abord, suivre les températures, c'est bien, mais avec quoi les mesure-t-on? Hein, parce que moi, je suis une âpre défenseur du thermomètre à sonde, et trop souvent encore, on voit des chargements refusés parce que le thermomètre laser a été brandi un peu de manière aléatoire dans une caisse, et on nous dit bah non, ta température n'est pas bonne. Bah oui, mais parce que tu n'as pas visé le produit, tu as visé la paroi, tu as visé le film plastique qui a reflété le rayon laser. Ça, c'est un premier problème. Et le deuxième aussi, c'est qu'à vouloir tout enregistrer, on va se faire peur. Et que si en plus de ça, on nous assomme de données, mais qu'on n'est pas certain de la qualité, de la fiabilité de la donnée, on va pouvoir nous donner des bâtons pour se faire battre, au lieu d'essayer de rassurer, et je parlais de confiance, je rebondissais sur le mot de Jean-Paul, de rassurer l'ensemble de la chaîne, dont nous, les consommateurs, sommes les ultimes utilisateurs. Nous, quand on arrive dans un supermarché ou dans une supérette ou chez notre producteur, on veut être rassuré que le produit qu'on va ensuite être amené à mettre dans notre assiette va avoir été fabriqué, transporté, stocké, transformé à la bonne température. Il ne faut pas oublier que le maillon faible, c'est nous, hein. On en est bien d'accord, et c'est pour ça que, à vous écouter tous les deux, je me souvenais de votre transparent tout à l'heure sur les bonnes pratiques. J'avais vu thermomètre infrarouge barré, et ça, c'est une très bonne chose. Vous avez parlé de quelques secondes, monsieur Perdu, d'océan à traverser, température ambiante pour une palette surgelée. Oui, alors attention au nombre de secondes, parce que dès qu'on commence à être à l'ordre de quelques minutes, le temps de signer un bon de livraison, par exemple, on a des remontées en température qui peuvent être extrêmement rapides, et y compris au niveau des produits. Et là, vous donnez le bâton pour vous faire battre. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est la vraie difficulté. Enfin, je vais faire comprendre ce message. Probablement dans la chaîne alimentaire en général, on voit apparaître aujourd'hui des applications qui permettent sur la blockchain de remonter l'état d'information. Je reviens effectivement à cette histoire d'identifier la photo de l'agriculteur qui a élevé la vache. C'est une donnée objective. C'est l'agriculteur. Ce qu'on est en train de dire autour de la table là, c'est que la température est une donnée subjective et qui n'est pas une science exacte en fonction de là où on prend la température, en fonction de ce qu'on interprète. Donc, oui, l'enjeu de traçabilité température est important. Oui, il est vital parce que là-dessus, mais il va être c'est probablement le plus compliqué à mettre en œuvre dans l'information sur les denrées alimentaires qu'on a. Sachant qu'on est bien d'accord que 98% des ruptures de la chaîne du froid, c'est entre le moment où le consommateur prend le produit dans le magasin et le moment où on le ramène chez lui. Bon, du coup, ça pose aussi la question, et je vous la repose à vous tous, de la valeur de cette traçabilité de la température pour le consommateur. Autant la traçabilité de ce qu'il mange, de la constitution de ce qu'il y a dans son assiette, semble avoir beaucoup d'importance. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de la valeur de cette confiance dans la chaîne du froid pour le consommateur?
ce sera dramatique. Enfin, c'est compliqué. Je pense que cette information, elle est importante dans un premier temps, avant effectivement de la donner à la disposition du consommateur pour qu'il l'interprète comme il peut. Je crois quand même qu'elle a une valeur importante, au moins dans la chaîne B2B, notamment lorsqu'on a des rappels de produits, lorsqu'on a effectivement un risque sur un produit. C'est important aujourd'hui qu'on puisse identifier l'endroit où éventuellement il y a eu des ruptures de la chaîne du froid. Moi, je stigmatise personne. Il y a des ruptures de la chaîne du froid dans les entrepôts, il y a des ruptures de la chaîne du froid sur les quais des chargeurs, sur les quais des distributeurs, chez les distributeurs, chez les prestataires, chez les transporteurs, chez les un peu partout. Personne n'est plus blanc que blanc. Ce qui est intéressant aujourd'hui, ce serait de savoir où elle a lieu. Ne serait-ce qu'effectivement en cas de rappel de produits, de risque infectieux, où effectivement la DGL va demander effectivement une remontée de produits ou une analyse de produits. Là, c'est super important. Après, l'interprétation auprès du consommateur, moi, je suis beaucoup plus dubitatif. Je vais faire le parallèle. Il y a deux petites anecdotes. La première, c'est qu'il y a une enseigne, il y a une vingtaine d'années, avait commencé à apposer sur les produits dans ses magasins des petites pastilles, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, avec 2 cercles, qui visaient à nous rassurer, encore une fois, nous, les consommateurs, sur la bonne température du produit. Sauf qu'ils se sont rendus compte qu'entre le moment où vous rentriez dans le magasin et le moment où vous arriviez à la caisse, vos produits avaient passé un certain temps, voire un temps certain dans votre panier, et vous arriviez à la caisse, vous dites, attends, mais le cercle du milieu, il est noir, donc le produit n'est pas bon. Je le remets, de préférence, pas au rayon frais, mais au rayon librairie, parce que je suis devant, ou devant la tête de la caisse, etc. Et donc, à vouloir rassurer, on a fait peur. C'est la première question. Première chose. Et sur le même sujet, mais qui n'a rien à voir, c'est les DLUO. Qui ne s'appellent plus comme ça maintenant, c'est les DDM, date de durabilité minimale, où à force de mettre des dates sur des produits, les gens jettent des produits parfaitement consommables parce que c'est le jour même qui apparaît sur le paquet de yaourt ou sur la crème fraîche ou encore pire sur la boîte de conserve, et on se dit, ah ben non, aujourd'hui on est le 21 octobre 2021, mon yaourt il est marqué 21 octobre, je mets à la poubelle. Et là, on a une contribution monstrueuse au gaspillage alimentaire, alors qu'en fait, il n'y a pas lieu de jeter ce produit. Donc, à vouloir être plus intelligent qu'intelligent, est-ce qu'on ne devient pas un peu trop bête? Ce qu'on est en train de se dire, c'est que la valeur de la traçabilité, elle va jusqu'au metteur en marché. Oui, Et principalement. elle s'arrête là. Principalement B2B. Ça a une vertu donc de remontée, ça a une vertu d'information. Et puis là aussi, ça aura une vertu demain quand on sera capable de partager mieux cette information. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de se la partager. Les 34 acteurs ne sont pas capables de se partager. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie, c'est que c'est compliqué, ça coûte cher. On est quand même dans l'agroalimentaire, on est dans un métier de centimier. Les marges se calculent au centime, au deuxième centime après la virgule. Donc tout ça pose un problème, mais il faudra se partager l'information. Et une fois qu'on se sera partagé l'information, ça aura un effet sanitaire. Mais aussi, l'intérêt, c'est de mieux travailler sur les process. Comment on fait aujourd'hui pour se protéger sur les problèmes de rupture de la chaîne du froid? On crée des volants de froid. Et on dit à l'industriel, on n'a qu'à partir de chez vous à moins 27, comme ça on est sûr d'arriver à moins 18 à l'arrivée. On en a parlé avec Valérie Lasserre récemment. Comme ça on est sûr d'arriver à l'arrivée. Très bien. Oui, c'est tranquille, c'est une façon de se protéger, on sort le parapluie. Mais aujourd'hui, il y a quand même un enjeu parallèle qui est le développement durable. Faire fonctionner un entrepôt à moins 27, Valérie pourra vous en parler, mais ça coûte une fortune. Faire fonctionner un camion à moins 25, mais ça coûte une fortune, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, améliorer la traçabilité de la chaîne du froid, c'est aussi probablement être capable d'être plus fin dans l'analyse des températures et d'éviter effectivement des excès aujourd'hui qu'on voit arriver sur ce niveau-là. Alors, comment on fait? Oui, alors, il y a un certain nombre de pratiques qui sont déjà en place, c'est-à-dire que les transporteurs et aussi les logisticiens, ils ont déjà pris la main sur, d'abord contraints par une logique économique, hein, effectivement, de faire le constat, ça ne sert à rien de mettre des entrepôts. Alors d'abord, sur les camions, je parle avec des camions, un moteur frigo, il n'est pas fait pour faire descendre une semi à moins 25, voire en dessous. Donc ça surconsomme, ça use, ça attaque. Donc il y a des choses qui sont mises en place. Okay. Je pense qu'effectivement, il y a à accepter le fait que ce n'est pas le rôle du consommateur de juger si la chaîne du froid elle a été respectée ou pas. On n'est pas expert en tant que consommateur de toutes les pratiques. Et pour reprendre l'exemple du yaourt, moi, je ne sais pas dire si le yaourt que je mange, je ne sais pas l'analyser chimiquement, est-ce qu'il est sain pour moi. Donc, je confie ça à des professionnels et je fais confiance quand même dans l'environnement dans lequel j'évolue, heureusement. On a peut-être aussi des idées à inventer autour de
de labels qualité, de labels de traçabilité, dans lesquels les professionnels qui ont les moyens de mettre à disposition des informations vont effectivement mettre en commun un engagement personnel de suivi. Parce que qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à faire intelligemment, mettre au marché des produits sur lesquels on n'a pas de doute avéré majeur sur le fait que pendant leur durée de vie, ils aient été durablement opposés à une rupture de la chaîne du froid. Faisons déjà ça. Il y a les moyens de le faire. Et par contre, après dire qu'il faut transporter à moins 18 ou il faut surgeler à moins 19 ou à moins 17 ou être à l'épaisseur du trait, on va se faire plaisir, mais on ne va pas faire avancer le schmilblick. Après, juste pour reprendre, du coup, je pense qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important. Effectivement, quand on met à disposition de la data, donc on flash un QR code et on a effectivement la photo du producteur ou autre, c'est une donnée qui est plutôt binaire. Tout l'enjeu de la température, c'est justement d'arriver à échanger, c'est ça qui est complexe, c'est ça qui est extrêmement compliqué, c'est d'arriver à échanger une multitude de données tout au long de la chaîne de transport, une multitude de données tous les X minutes, et d'arriver effectivement à avoir cette interopérabilité entre les différents maillons de la chaîne. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment le frein, la raison pour laquelle on n'est pas encore tout à fait assez mature pour arriver à le faire. Je vais reprendre l'exemple de l'étude dont je vous ai parlé tout à l'heure très brièvement, que nous avons réalisée avec le CMA-FRA. Aujourd'hui, nous avons une obligation de résultat sur la température des produits, une obligation de résultat une obligation de moyens sur les camions frigorifiques certifiés ATP, et une obligation d'enregistrer la température de l'air pour le transport et le stockage des produits surgelés. J'ai 3 dimensions déjà. Mais je ne suis pas obligée d'enregistrer la température de l'air pendant le transport de denrées surgelées quand je suis en situation de livraison urbaine, parce que les ouvertures de portes vont perturber la courbe d'enregistrement de la température. Et il n'y a pas d'obligation sur les produits frais, paradoxalement, alors que ce sont les produits frais, enfin réfrigérés, qui sont les plus sensibles. Et nous, on a mené donc cette étude pour essayer de corréler l'impact des ouvertures de portes avec la température des produits, parce que trop souvent, on peut avoir des destinataires qui nous demandent malgré tout de sortir la courbe d'enregistrement de la température de l'air, qui nous disent attendez, vous avez des courbes qui font ça, normal, je me suis arrêté 5 fois, donc j'ai 5 ouvertures de porte. À chaque fois que j'ouvre la porte, une semi-remorque, c'est à peu près 1 minute et demie. Après, il n'y a plus d'air froid. Et un porteur, c'est plus court. Mais ce n'est pas parce que ma température de l'air a fait ça que ma température du produit a suivi. Ce que je sais, c'est que, c'est même intuitif, plus je garde ma porte ouverte, plus je fais rentrer de l'air chaud, plus il y a des chances que mon produit ait une température qui s'élève. Mais de combien, de comment, on ne sait pas. Et tout l'objet de cette étude, c'est de mesurer justement l'impact entre les deux. Et on s'est rendu compte, et c'est à condition que je vais mettre en gros caractères en gras, à condition que les prérequis soient respectés, les bonnes pratiques soient respectées, les ouvertures de portes n'ont pas d'impact sur la température des produits. Mais le prérequis, c'est avant d'ouvrir les portes de mon camion, j'éteins mon groupe. Combien de fois encore on voit des groupes frigorifiques qui tournent à plein régime alors que les portes sont ouvertes? Je rebondis juste là-dessus. Effectivement, donc nous, on a une multitude de chauffeurs. Chez Chronopost, on a à peu près 3000 tournées. Et dans la conscience collective, il faut laisser le groupe froid allumé quand les portes sont ouvertes. Et ça, arriver à faire comprendre à des chauffeurs qu'il faut, alors je parle plutôt de véhicules légers, mais arriver à faire comprendre à des chauffeurs qu'il faut systématiquement éteindre le groupe froid quand on ouvre les portes, alors ça va à l'encontre, en tout cas, de la conscience collective. Oui, dites-leur que c'est un aspirateur, en fait. Un aspirateur à air chaud, à poussière. C'est ce qu'on leur dit. Ceci dit, quand ils mettent la clim dans leur voiture, ils ferment les fenêtres. Donc, à condition que la porte du groupe soit éteinte avant que la porte ne soit ouverte, mais à condition qu'on ait chargé les produits à la bonne température avant de partir. Si vous donnez-moi un produit à moins 12, mon camion n'est pas fait pour le descendre à moins 18 ou moins 20. Il vous transportera un produit qui vous sera livré à moins 12. Donc, si à l'amont, on n'a pas fait le job, à l'aval, on ne pourra pas faire le job. Et donc c'est un environnement global. Et donner une courbe de température hors contexte, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de donner le bâton pour se faire battre. Et puis après, il y a les contextes commerciaux particuliers où j'arrive avec une cargaison de brochettes un vendredi où il fait le temps qu'il fait aujourd'hui, et comme par hasard, ma température elle a un peu varié de quelques dizaines de degrés, et on me dit non, il n'est pas conforme. Il y a un parallèle intéressant à faire avec la pharmacie qui fonctionne, elle enchaîne. Alors, en pharmacie, il y a un certain nombre de produits. Alors, je sors de mon champ de la Népal pour prendre d'autres casquettes.
parce que je suis également enseignant à mi-temps à l'université, donc je suis à la chaîne du froid, donc je travaille sur d'autres sujets que l'alimentaire. La pharmacie obéit à un régime intéressant intellectuellement et qu'on pourrait dupliquer facilement. Bon, aujourd'hui, il y a à peu près 10 à 15% des produits pharmaceutiques qui sont transportés sous température dirigée. Et la crise récente a bien montré qu'on pouvait transporter ça à plus 5, plus 8. Les gens ont découvert le plus 5, plus 8, le moins 20, voire le moins 70 avec les gens de Pfizer. Donc on a des produits aujourd'hui pharmaceutiques qui sont sous température dirigée et l'encadrement des bonnes pratiques en matière de médicaments obéit à la règle suivante. D'abord, le laboratoire qui met un produit frais sur le marché, vous le savez, pas chez Chronofresh, mais dans la filiale, vous avez des filiales spécialisées en Healthcare. voilà, 360 et puis une biologistique, donc vous connaissez le sujet aussi bien que moi, si ce n'est mieux. La première chose, c'est qu'on demande d'abord à un laboratoire pharmaceutique de déterminer un truc qui est intéressant, qui s'appelle les excursions de température. C'est-à-dire les périodes, la durée, pendant lesquelles le produit peut sortir de sa température tout en gardant ses qualités médicamenteuses. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien qu'un vaccin contre la grippe, contre la diphtérie, contre le choléra par exemple, on sait très bien qu'un vaccin contre le choléra, il va arriver sur le tarmac d'un aéroport en Afrique subsaharienne et que sur le tarmac d'un aéroport en Afrique subsaharienne, on a forcément une remontée de température relativement inévitable. Donc, à charge pour le laboratoire pharmaceutique de remonter ce truc et de prouver qu'effectivement, pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures, le produit peut passer à température ambiante sans être nocif. On n'a pas ça en alimentaire. On ne sait pas en alimentaire, on ne sait pas. À partir de quand un produit va effectivement se détériorer et être dangereux pour la santé. Le deuxième élément qui est intéressant en pharmacie, c'est qu'effectivement, pour libérer un produit frais, il faut effectivement un TAC température. Ce TAC température est récupéré dessus et qu'on ne peut libérer le produit ou le médicament que lorsqu'effectivement la température est conforme dans la limite des excursions de température. Mais bon, on est dans la pharmacie. Un TAC température, ça coûte 30, 40 euros à peu près. Oh, c'est un peu plus que ça. Un peu plus que ça. Et pour le coup, la pharmacie tolère très très mal les excursions. Ouais. Voilà, et 30, 40 euros, enfin, même pas en rêve, quoi. Enfin, on a bouffé la marge de la palette, quoi. C'est le problème. Ouais, je pense que je serais surpris de voir l'impact sur une côte de porc de ce genre d'études de tolérance des variations de température sur, sans parler du tarmac de Ouagadougou, je ne sais où. Non, mais d'accord, mais on a aussi des produits. Par exemple, on a une réglementation sur les légumes et les fruits surgelés que l'on n'a pas sur les légumes et les fruits frais. Pourquoi les légumes et les fruits surgelés sont soumis à une réglementation sur le moins 18 qui est drastique, alors qu'un légume frais est hors ATP, ce qui effectivement est assez extraordinaire. Pourquoi les madeleines surgelées sont soumises à une réglementation drastique, alors que la madeleine fraîche qui sortent chez le boulanger est soumise à rien. Donc oui, d'accord, il y a certains types de produits qui peuvent échapper. Moi, je pense qu'on a quand même une grande gamme de produits. Je pense que tout ce qui est fruits et légumes frais. Pourquoi les fruits et légumes surgelés obéissent à une telle règle de stricte, alors que les fruits et légumes frais n'obéissent à rien. Ce que je veux dire, c'est que la variabilité de la température par rapport à un produit, c'est certainement des études qui sont très intéressantes et qui permettraient d'être encore meilleures sur la traçabilité de la chaîne du froid. Est-ce qu'on a les moyens de faire ces études? Et puis après, une fois que c'est mis au marché, est-ce qu'on a vraiment les moyens de les suivre? Je pense que la réponse, il y a déjà pas mal de choses qui sont mises en place, dont on voit les limites, dont on voit déjà les limites de additionner les résultats et essayer de donner au moins l'addition de ces données, entre guillemets, simples, en tout cas qui sont maîtrisées. Très certainement que si on avait des codes de tolérance autour des produits qui sont fabriqués, ça nous donnerait de la souplesse. Je ne suis pas sûr que là, concrètement, à court terme, on ait les moyens d'aller chercher les codes de tolérance qui seraient applicables à un marché français, à un marché européen. La logistique du froid, elle a obtenu sur la national. partie produits carnés. Alors, on a obtenu, c'est un peu différent, c'est-à-dire que les produits surgelés ont une tolérance de plus ou moins 3 degrés par rapport à la température réglementaire en phase amont, chargement, déchargement, en phase aval, chargement, déchargement. Il y avait 0 tolérance sur les produits frais. Et on a obtenu que la DGAL relaie un protocole sur la tolérance des produits réfrigérés uniquement à la charge de livraison, pas à la phase amont. Donc on présume que les produits frais sont bien chargés. Dans une limite de 2 degrés quand c'est une température de contact, et quand il y a un doute, à ce moment-là, c'est contrôle intrusif à cœur. Mais c'est dans un contexte extrêmement bien encadré. Mais je reviens sur ce que disait Guillaume tout à l'heure, sur la notion d'intégration. Et autant, je pense que donner accès aux consommateurs avec un grand X
accès à toutes les données des températures, on va se retrouver avec des montagnes de produits qui vont être rejetés par méfiance. Donc je pense qu'on va créer un problème là où il n'y en avait pas. En revanche, que collectivement, quand je dis collectivement, c'est tout. C'est l'amont des industriels, c'est les intermédiaires que nous sommes, c'est les transporteurs, les distributeurs, etc. Que collectivement, on arrive à construire un outil collégial, complet, qui permette d'afficher un message qui puisse rassurer le consommateur qui se dit, ben moi, quand je vais dans une enseigne, quelle qu'elle soit, je sais que mon produit aura été acheminé et transporté et me sera présenté dans les bonnes conditions. C'est peut-être un peu utopique et ce n'est pas pour tout de suite, mais je pense que c'est ça notre objectif commun. Je pense que vous avez tout à fait raison. C'est un bel objectif. Il y a du boulot. Il y a des enjeux importants que ça permettra d'adresser, vous l'avez dit Jean-Paul, avec les questions environnementales, énergétiques et du coup économiques. Et vu qu'il est 16h, je vous propose qu'on s'arrête là. Je vais juste conclure conclure parce que parler c'est une tout heure. à fait vrai. L'idéal, le rêve demain, c'est qu'à la livraison finale, chez alors pas le consommateur, mais en tout cas le dernier point de livraison, l'idéal, mais là, je rêve demain, c'est que le conducteur, il a un smartphone, il appuie sur une touche et il a la courbe température du produit depuis qu'il est arrivé dans son entrepôt. Et là, on aura super bien avancé, quoi. Et en plus, on gagnera de l'argent parce qu'on passera à des contrôles extrêmement rapides. Je pense après, qu'on il y a a quand tout même le- le temps de prendre 2-3 questions dans Il la y a tout salle. le volet pédagogique du consommateur. Hein. Juste, puisque là vous dites l'idéal, c'est peut-être le moment de rêver. Finalement, vous avez dit il y a 34 interlocuteurs. Donc, C'est un monsieur ce matin qui l'a dit, c'est pas moi, hein, ouais, c'est donc, un de vos collègues. donc ça veut dire que finalement, peut-être qu'il faudra avoir un seul outil de mesure au départ. Donc on imagine les puces RFID. Alors je ne sais plus qui est-ce qu'il y en a. Ouais. Oui, effectivement, nous, on utilise effectivement des puces RFID. Puces RFID, comme ça, il n'y a qu'un seul instrument de mesure, si on veut. On fiabilise après la mesure parce qu'en fait, il faut savoir où est-ce qu'on la met. Donc, ce n'est pas la température de l'air, c'est plutôt ce qui se passe à la surface du produit qui va être le plus intéressant. Parce qu'à cœur, ça va être compliqué aussi. Les contaminations sont plutôt en surface, souvent. Donc, ça va être plutôt ce qui se passe en surface qui va être intéressant. Puis derrière, ce que vous disiez, c'est qu'est-ce qu'on fait finalement de cette information? Parce que ça n'est qu'une information, la température. Peut-être que l'idéal, là, ce serait d'avoir le petit algorithme qui va bien, c'est-à-dire ce qu'on appelle ça de la microbiologie prévisionnelle, pour dire, ben voilà, ça part de chez le producteur, ça arrive en grande distribution, je flash effectivement ma puce RFID et je suis capable de dire quelle est ma durée de vie restante. Parce qu'en fait, c'est ça qui va intéresser le consommateur. Soit on réétiquette derrière, ou alors on met une étiquette qui coûte moins cher qu'une puce RFID sur l'unité de vente. Et là, on repart sur une étiquette de type coloré, etc., qui change de couleur si on veut, mais au moins on a la durée de vie restante du produit. Et là, tous les acteurs se sont parlé puisque c'est la puce RFID qui a fait le boulot, quoi. Oui. Bon, alors, juste enchaîner, du coup. Alors, cette réflexion-là, effectivement, nous, on l'a eue. Et on est en... Alors, juste pour la partie transport, hein, je parle que de la partie transport, je ne parle pas de la partie amont. On est effectivement en étude avec le pôle Cristal pour arriver justement à avoir un modèle prédictif qui nous donnerait, on va dire, le développement de la faune microbienne sur la surface du collier. Alors, je pense qu'il y a un truc. Enfin, on est déjà plus dans la science-fiction autour de ça. Hein, je crois. Il y a une remarque extrêmement intéressante autour la RFID. Alors, on n'est pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Il y a un truc qui est super avec la RFID, c'est que ça s'est très très généralement développé. Et ça, c'est vachement important parce que si on veut avoir une réflexion logistique industrielle, si on veut à chaque fois réinventer des nouveaux outils, c'est toujours très très compliqué. Là, il y a sur le marché la RFID. La RFID, en plus, c'est inscriptif, c'est-à-dire que on a des échanges de données qui sont montants et descendants. Donc, on peut tout à fait imaginer effectivement d'avoir une espèce de carte d'identité RFID du produit et qui, à un moment, permettrait d'avoir à juste piloter et les écarts. C'est-à-dire que le fabricant met sa puce RFID. Moi, c'est un produit que j'ai livré, qui est sorti de chez moi à 2 degrés, à moins 20, à 5 ou à 14, peu importe. Il l'a inscrit comme ça. Et après, la responsabilité de la chaîne, c'est de dire, moi, on m'a confié un truc à 14, je le maintiens à 14, sur toutes les étapes du truc. Ça serait effectivement une très bonne idée. Si en plus, on sait mettre une couche de sécurité sanitaire derrière, là, on devient bon. Et on a le droit de rêver de devenir bon, parce que quand même, dans l'ensemble, il faut rappeler qu'on est tous pas mauvais.
Ça n'empêche pas de dire qu'on peut être meilleur. Il y a juste une petite problématique autour de la RFID, mais attention, c'est une problématique. Ça ne veut pas dire que c'est insoluble. La RFID, c'est très très largement répondu parce que c'est une technologie qui est en inscription extrêmement peu coûteuse. C'est-à-dire que je mets un tag RFID sur à peu près n'importe quoi, ça coûte quelques centimes à quelques dizaines de centimes. Donc ça reste absolument gérable, industrialisable sur des dizaines de milliers de colis, ce genre de choses dans un process industriel. En revanche, c'est une technologie qui coûte très cher en lecture. Quand on dit qu'il coûte très cher, c'est qu'il coûte très cher en énergie électrique. Donc quand je suis dans un entrepôt, quand je suis dans un magasin, finalement, comme quand j'ai mon smartphone, je le rebranche. Alors, tous les jours, toutes les 2 heures, tous les 6 jours, selon qu'on croit en ce que raconte le vendeur de smartphone, mais on observe bien que on est quand même obligé de le rebrancher régulièrement. La RFID, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que si je veux lire de la RFID, c'est très consommateur d'énergie. Et alors, je suis désolé, je reviens sur segment transport qui vit des contraintes de mobilité, qui vit les contraintes de la route, qui vit beaucoup de contraintes sur lesquelles on est obligé d'avoir une espèce de frugalité énergétique, hein, et surtout concernant l'électrique. Et c'est quelque chose qui va se renforcer parce que on voit tous les défis du transport en termes de, justement, de développement durable, hein, et donc tout ce qui est consommation du moindre ampère, c'est compliqué. Donc on a un défi technologique. Alors, je ne veux pas faire la promo d'Ecolis, on travaille là-dessus, mais effectivement, moi je suis convaincu qu'il y a autour de la RFID, c'est peut-être le seul standard qu'on retrouve sur toute la chaîne de lisibilité. Et si on veut partager des données, à un moment, quand on se parle, on se comprend à peu près tous, parce qu'on parle la même langue. Donc, il faut qu'on arrive à rendre un standard raisonnablement acceptable par tous les acteurs du marché. Et ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on demande aux industriels de dire non, non, tu vas changer tout ton étiquetage, tu vas mettre des dizaines de millions d'euros parce que moi, transporteur, ça me va mieux. On ne peut pas non plus demander aux transporteurs de dire bon, écoute, il n'y a pas de problème, tu vas acheter des véhicules 4 fois plus chers. On a déjà l'hydrogène et le gaz et l'électrique à gérer. S'il vous plaît. Mais en revanche, il y a quelque chose de très très concret autour de la RFID. On en parlera sur la prochaine table ronde. Ouais, parce que je pense qu'on va se mettre dehors non, pas très longtemps. Attention sur les remontées de température, le froid ne tue pas les remontées bactériennes. Donc quand vous avez raté une rupture de la chaîne du froid, que vous retombez en froid, la prolifération bactérienne est maintenue, elle n'est malheureusement pas stoppée. Donc il y a un phénomène quand même d'accélération au fil du temps, quoi. Ah oui, ça on est convaincu. Mais prenez le fromage. Le fromage, enfin, le fromage est par nature en chaîne du froid, hein. Enfin, on a une obligation de chaîne du froid, hein. Sauf que là, quand la plupart des gens achètent le fromage, ils le mettent dehors en estimant qu'il sera meilleur. Donc, effectivement, c'est tout le paradoxe aussi. C'est pour ça que le consommateur, attention de ne pas donner au consommateur des informations qui pourraient le troubler, quoi. Oui, je reviens sur votre idée de prédiction de durée de vie qui reste au produit. Ça pourrait être une porte très largement ouverte au gaspillage, parce qu'on est tous, quand on va acheter nos produits dans les rayons, à regarder, prendre les produits du fond dont la date est la plus lointaine. Si tout d'un coup, on a une puce RFID ou un autre système qui dit bah, ce yaourt-là, il lui reste 3 jours et celui-là, il m'en reste 15, vous êtes sûr que ceux qui restent plus que 3 jours, ils ne vont pas être pris. Donc, c'est toujours pareil, hein. Quelles sont les informations et à qui on les donne? Moi, j'ai adoré animer cette table ronde parce que c'est avec des gens passionnés, du coup, c'est facile. Rouge, en fait, il y a rouge, vert et orange. Voilà. Rouge, c'est pas bon du tout. Vert, c'est bon. Et orange, orange, on arbitre, on fait différemment. Orange, on en parle l'année prochaine. Orange, on en parle l'année prochaine. Quand vous avez de la fièvre, si vous avez 39, vous n'êtes pas bien. Si vous avez 37,5, on est bien. On n'est pas bien à 37,5, on ne le sait pas. 36,8, c'est pareil, hein. Bon, merci beaucoup à tous. Merci à vous pour votre écoute. Et merci à vous tous d'être venus et d'avoir répondu présent à cet appel. Merci. 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 Merci.